Planète Marché avec nos experts, nos 3 sorciers. Alors, ils sont 2 en plateau. On est ravis d'accueillir Jean-Louis Cussac. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Trader et formateur chez Perceval Finance Conseil. Tout à fait. Et ça fait quelques années que ça dure, cette histoire. Ah oui, plus de 40. Plus de 40 ans, déjà. Ouais, je commençais le trading en 82, on va dire. Ouais, sur le marché, non, à l'époque, on était encore avec la corde. D'accord, oui, pas les brognards. Ok, et juste à côté de vous, il a à peu près autant d'expérience. Philippe Béchat, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Tout va bien, Philippe ? Tout va très très bien. Voilà. On se croisait de temps en temps sur les groupes, puisque moi j'étais d'abord à la Criée aussi, avant que tout soit dématérialisé. J'étais jeune. Voilà. Vous êtes toujours jeune, bien évidemment. Et puis, par téléphone, Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Bonjour Fabrice. Bonsoir Romain, tout va bien. Alors consultant pour Bourse Direct, c'est vrai que c'est une maison que vous avez, dans laquelle vous étiez depuis longtemps. Maintenant, vous êtes passé consultant pour eux. Exactement, ouais, tout à fait. Je continue à travailler avec eux et puis sur d'autres projets éventuellement. Bon, très bien. Messieurs, je le disais, on le disait tout à l'heure, une journée d'échéance. On rappelle ce que c'est, l'échéance sur les différents contrats. Et souvent, on a un peu de volatilité. Bon, il faut dire qu'on a peu de volatilité, d'une manière générale. C'est vrai qu'il faut expliquer à tout le monde, quand ça monte comme ça, c'est vrai que tout se passe bien, les clignotants sont plutôt au vert. Jean-Louis. Alors, normalement, quand les marchés montent, la volatilité implicite baisse. Mais dans les périodes récentes et même depuis plusieurs mois, c'est pas vraiment le cas. On a conservé des volatilités implicites extrêmement élevées. La volatilité implicite, c'est ce qu'on attend de la suite des événements. Donc, comme il y a une certaine méfiance, cette volatilité, elle était entre 13 au plus bas, 12,5. Très vite, elle a remonté à 15. Là, dès qu'il y a eu un peu de stress, elle est revenue vers 14,8 sur Mars, par exemple, autour. Hein. Mais ce ne sont pas des volatilités qu'on avait, par exemple, juste avant, fin 2019, avant la Covid. Oui. Là, on était à 10. Et c'est là où je trouvais qu'il y avait une volatilité qui était vraiment trop faible. Enfin, en tout cas, 14-15, c'est quand même pas énorme par rapport au pic qu'on a eu. Il faut expliquer surtout que c'est très important, surtout quand on achète de la couverture, quand on se dit, tiens, il pourrait se passer quelque chose et qu'on va se couvrir, cette volatilité va coûter plus ou moins cher. Alors là, du coup, la couverture coûte moins cher, mais ce qu'il faut regarder, c'est en fait, si vous voulez, le niveau de volatilité à l'instant T, à la monnaie, est de 14,8. Et si vous voulez, l'idée, c'est de se projeter, par exemple, là, on est à 8002, par exemple. Si le marché descend à 7008, on pourrait dire, il y a une phase de stress. Donc, la volatilité implicite qui est aujourd'hui à 14, si on va à 7008, elle va être peut-être à 16. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on price sur une échéance, par exemple, mars, sur le strike 7008, une volatilité à 16. Alors, pas trop technique, Jean, parce que tout le monde n'est pas expert. On se trompe pas. Voilà. Ça veut dire, non, mais je veux dire par là que ce sont quand même des anticipations, des paris qui sont faits, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut mesurer beaucoup de choses. C'est-à-dire, si on tombe à 7008, est-ce que la volatilité est à 16 ou à 18 ? Et donc, ça permet de mesurer, quand on a l'habitude de regarder ces chiffres, parce qu'il faut beaucoup d'habitude, parce qu'on connaît pas, si on ne connaît pas les standards, si vous voulez, on n'arrive pas à traduire le message, parce que c'est un faisceau d'indications. Donc, si vous voulez, si on est par exemple à 16, à 7008, aujourd'hui, on va en tirer quelque chose ou pas 16, c'est tout à fait léger, on va dire. On n'anticipe pas de drame, c'est-à-dire qu'on anticipe le fait qu'on peut y aller doucement, mais après, ça dépend. Si on y va violemment... Exactement, c'est la vitesse, ou pas violemment, etc. Donc, alors, il y a plein de choses. Mais on va demander son avis. Fini un truc. Allez. Volatilité implicite, plus des acteurs de marché, c'est-à-dire des gérants, etc., qui sont hyper sélectifs, et depuis longtemps. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais ils ne se trompent pas dans les publications. Vous avez vu que les sociétés, les belles, les grosses, elles ont publié de bonnes choses, et celles qui étaient déjà très affectées ont publié de mauvais chiffres plutôt. Ouais. Et donc, cette hypersélectivité et cette méfiance avec des protections qui sont prises, une volatilité implicite forte quand même, eh bien, ça donne des marchés, entre guillemets, extrêmement résilients, non vulnérables, entre guillemets, où s'il fallait les rendre vulnérables, il faut les taper fort, quoi. Il faut y aller, quoi.
Romain Daubry, vous qui êtes un spécialiste justement de ces marchés dérivés, marchés à terme, là justement, est-ce que vous trouvez que le marché est nerveux? Si vous êtes encore au contact de certains clients, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors non, je suis plus au contact des clients. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure et qu'on observe, grâce justement au marché dérivé, donc aux options et aux futurs, l'intérêt et le comportement des opérateurs. Jean-Louis l'a très bien résumé il y a quelques instants. On monte, mais on a toujours un peu de prudence. Alors, on a un peu de prudence du côté de la volatilité. Ce qu'il faut aussi, c'est regarder le ratio put-call, c'est-à-dire le nombre d'options de vente sur le nombre d'options d'achat, et ajuster un petit peu ce chiffre en fonction du niveau de prix auquel on se trouve. Et là, on a un comportement en Europe qui indique plusieurs choses. C'est qu'on est dans une phase d'optimisme et que bien les craintes qu'on avait, par exemple, au mois de juillet dernier, ne sont plus là. Donc, on monte et effectivement, on a même connu, du côté des marchés dérivés, toujours sur les futurs cette fois-ci, du soutien. C'est-à-dire que quand on a progressé ce mois-ci, eh bien, sur l'Eurostoxx, on a pris par rapport à la dernière échéance 5,75%. Eh bien, le nombre de contrats futurs a augmenté dans le sens de la tendance de 7,5%. Alors, ça n'est pas énorme. On a connu des mouvements beaucoup plus forts. Dans les mouvements de baisse du mois d'avril-mai dernier, on avait 10 à 15 à 20% de hausse de la position ouverte du nombre de contrats futurs dans les mouvements de baisse. Donc, il y avait une stratégie baissière qui était là plus marquée, plus appuyée. Sur le CAC 40, là, au cours de la séquence de hausse de cette dernière échéance, on a pris environ 5% aussi entre deux échéances. Là, la position ouverte a augmenté de façon assez significative aussi, de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Alors, il faut dire que sur l'indice CAC 40, on part de très loin, puisque si on regarde l'Eurostoxx, on a plus de 2 millions de contrats futurs ouverts. Si on regarde le CAC 40, c'est 200 000 contrats futurs ouverts. Donc, évidemment, 10 à 15% de hausse de la position ouverte, c'est peu en nominal. Mais on a des opérateurs qui sont très optimistes à court terme. Alors, on a construit les choses avec un peu de soutien, mais avec des zones de creux. C'est-à-dire qu'on n'a pas de main forte, très ferme, qui alimente ce mouvement non plus. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des petites secousses, des trous d'air, comme on pourrait appeler ça régulièrement, des petits rappels à l'ordre qui sont un peu brutaux. On en a eu un dans le courant de la semaine dernière, avec 1,5 dans le courant de cette semaine, pardon, avec 1,5 à 2% de baisse en moyenne, d'un coup, lié au fait que justement on soit monté, on est progressé de façon avec des niveaux de construction qui sont un peu légers. Je suis pas sûr en réalité qu'il y ait beaucoup de choses à faire encore sur les indices. On a atteint des cibles graphiques, on a retracé un petit peu dans des mouvements un peu marqués, on a eu un petit peu de soutien, mais ce qu'on constate, c'est que ce sont les dossiers en retard qui ont payé. On a vu de très belles réactions sur des valeurs comme Kering, des titres comme Téléperformance, GTT qui publie aujourd'hui et qui effectivement, alors n'était pas en retard, mais continue à accélérer. Il y a quelques autres dossiers comme ça qui repayent sur des grosses capitalisations. ArcelorMittal, si on veut regarder, STM depuis quelques heures, depuis quelques jours aussi. Et donc, sont plutôt vous nous avez mis des graphes, donc on va regarder ça dans un instant. Alors, on va juste terminer le tour de table de nos trois sorciers avec Philippe Béchade. Philippe, Romain vient de dire, c'est vrai qu'on a senti, pour résumer ce début d'année, une certaine vague d'optimisme. On a même le sentiment d'un certain réalignement des planètes. C'est vrai qu'on avait tiré très bas sur l'Europe. On a eu des espoirs de cesser le feu, on a eu ces élections en Allemagne qui arrivent, qui ont peut-être changé la donne. Est-ce qu'on est trop optimiste en ce moment ? Il y a les cours de bourse et puis il y a le réel, qui sont deux sphères bien différentes. Donc là, début 2025, voilà, on rattrape ce spread, jamais vu d'ailleurs, transatlantique. On avait des 30-33% de hausse sur des indices US et péniblement 9-10% en Europe. Donc là, voilà, on a un petit peu rééquilibré. Maintenant, la façon dont ça se passe est assez singulière. La hausse dont on parle là, depuis le début de l'année, elle a démarré au lendemain de la dernière séance des Trois Sorcières. Nous étions là. On avait déjà quand même noté un bon retour de l'optimisme sur le début de l'année, mais ça s'était surtout matérialisé entre le 6 et le 17 janvier. Après le 17 janvier, alors là, à Francfort, on compte 16 records historiques de clôture, 17 records historiques intraday, plus 15 couplés records de clôture, records intraday. Jamais vu la bourse allemande faire ce genre de parcours. 15 séances de hausse sur 20. Mais sur les 5 où ça ne monte pas, il y en a 3 où le DAX ne baisse même pas.
Donc on est sur des ratios extraordinaires. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les flux sont en train de revenir sur l'Europe massivement? Que se passe-t-il? Tout est, comme dirait Jean-Luc, dans la construction et dans la gestion de la volatilité. Et cette volatilité est représentée par quelque chose qui s'appelle le VIX, et où il se traite davantage de volume parfois que sur le CAC ou sur l'Eurostoxx. Le VIX, c'est l'indice de la peur dont on parle quand il y a les crises là, qui montent à 50, ça mesure le ratio entre les achats de call et les achats de put. Donc, à partir du moment où cet indice est devenu la boussole des marchés, ça date pas d'hier, ça fait même plus de 10 ans, les grands institutionnels ont compris que en manipulant le VIX, en le régulant, comme c'était la boussole des marchés, c'est devenu quelque part la queue qui remue le chien. C'est-à-dire que c'est la façon dont se comporte le VIX qui fait que les opérateurs vont devenir inquiets ou pas inquiets. D'accord. Donc si je décrypte pour nos auditeurs, ça veut dire que si ce VIX, manipulé ou pas, est bas, on peut acheter, ça va continuer à monter et on va battre record sur record. Oui, absolument. Et inversement, si ça commence à monter... panique à bord, et là tout le monde vend. Et là, on peut très vite rétablir les choses. Si vous avez alors, un marché sur le plateau, on a Jean-Louis Cussac qui donne non, vous n'êtes pas d'accord avec mon explication simple. Je finis quand même la démonstration. C'est que comme vous avez des institutionnels qui sont des vendeurs de primes, ils sont vendeurs d'options call et vendeurs d'options put. Si le marché monte trop vite, d'un seul coup, ils vont racheter leur put qui valent 0. Ils les ont vendus, ils ont encaissé la prime, le marché a monté, voilà. Donc ils se rachètent. Ah tiens, ça fait des achats de put. Et comme ils vont vendre leur call parce qu'ils ont bien encaissé aussi, eh ben, on va avoir d'un seul coup une modification du ratio call-put. Les puts remontant, les calls, ça se tasse. D'un seul coup, le VIX remonte. Ah, on se dit, le marché là, commence à être un petit peu... il s'est un petit peu emporté, il était un petit peu FOMO. Ça se régule très bien. Et si, réciproquement, on a un gros trou d'air comme on a eu avec DeepSeek, c'est très facile. Les calls vendus, je les rachète. Dans ce coup, pouf, là, mon ratio call augmente. On se dit, le marché, là, non, il fait comme d'habitude, il faut payer les creux, il va rebondir. Donc, les institutionnels, ils sont à la fois jugés partis et ils peuvent tout réguler, puisque c'est eux qui peuvent acheter massivement ou revendre massivement des calls ou des puts. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des séries de 9 séances de hausse consécutives. Il n'y a aucune psychologie humaine qui fait ça. Jean-Louis, quel commentaire justement? En fait, les ventes de put aujourd'hui. Alors, vente de put, on explique. Et ces derniers temps, ils ne sont pas stratèges. Quand on vend des puts, on vend la baisse. On est acheteur potentiel. Voilà, ça veut dire qu'on est acheteur. On vend à quelqu'un le droit de vendre. Donc, nous, on fait la contrepartie à l'achat. On se dit que le marché va monter. Mais en fait, si vous voulez, un vendeur de put étant un acheteur potentiel, si le marché baisse, ça va lui poser problème. Mais qui vend? Parce que la question, elle est là. C'est si ce sont des market makers, c'est-à-dire des vrais professionnels de la gestion du gamma d'une position globale sur toutes les options qu'ils peuvent avoir à droite et gauche. Ils savent faire. Ils interviennent en temps réel. Et comment? Et ils le font avec des outils que nous n'avons pas. Bon. Mais ce qui se passait en 2019, fin 2019, et ce qui ne s'est pas passé depuis, c'est ça qui est incroyable, c'est que les investisseurs, les gérants, etc., n'ont pas vendu de put. Au contraire, ils en ont même acheté. Et donc, eux, par contre, quand ils se sont mis à vendre des puts, ils ne savent pas gérer la baisse. Ils n'ont pas les outils, ils se disent « Oh, ça va remonter, on va attendre un peu. De toute façon, j'ai vendu un put, si ça baisse un peu, ça m'arrange, parce que je vais acheter plus bas. Et je ne savais plus trop quoi faire. Donc, à l'époque, c'était un peu ça. Le marché vaut 6100, je ne sais plus trop quoi faire. Je vais vendre un put de 5008. Et après tout, acheter à 5008, ça m'intéresse. Sauf que le problème, c'est quand on est parti à la baisse très violemment, et qu'on est tombé à 5008, 5007, 5006, 5004, ça a été vite, ils ne voulaient plus acheter à 5008. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas géré le risque. D'accord, ils n'ont pas géré leur Donc, il faut faire très attention qui vend. Market maker, pas de problème. Client final, et je mets tout le monde là-dedans, moi y compris, bien sûr, c'est beaucoup plus dangereux. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas depuis très longtemps. Okay. Pour répondre aussi à Philippe, ils ont vendu des puts, ils rachètent. Ça ne fait pas monter la position, ça fait que la position est fermée, éventuellement. Vous voyez, elle se ferme. Bon, voilà. Donc, après, il faut faire très attention, on en discute souvent. Le VIX ne mesure pas la position ouverte. Il mesure le ratio entre les achats de call et de put. Ouais. Alors, on en discute beaucoup avec Romain. Je vous dis, il y a beaucoup d'OTC sur les options aussi. Hein. Alors, OTC, on traduit. Over the counter.
Voilà. C'est-à-dire de grade. Du gré à gré, etc. Donc, Chose qu'on ne va pas voir sur les... c'est pas forcément listé sur Euronext, etc. Ça peut être des positions. Je peux négocier, je sais pas moi, un call 10 000, échéance mars 2028 avec quelqu'un. Contrepartie, d'accord. Voilà. Donc, ça donne une idée, bien évidemment, mais voilà, ce n'est qu'une idée. On ne peut pas en tirer des conclusions très fortes. Après, il faut être très clair. Sur le CAC 40, le business, il est quasi nul. Il n'y a plus personne. Donc, ce qu'il faut regarder, et ça, c'est pareil, on avait beaucoup parlé, c'est l'Eurostoxx. Voilà. Les gérants, leur benchmark, c'est le stock c'est 600. intéressant. Pourquoi vous dites le CAC 40, c'est plus personne, tout le monde regarde quoi? Le DAX, l'Eurostoxx, Le c'est un DAX, il n'y a pas contrat. grand-chose non plus. Hein, le DAX. Donc on regarde quoi? Le VIX et... Non, mais en Europe, on regarde le stock 600, quoi. L'Eurostoxx 600, l'Eurostoxx 50, le 600, et c'est le benchmark des gérants. D'accord. On va poser justement la question à Romain qui est avec nous par téléphone. Romain Daubry, justement, sur ce qu'on vient de dire, ces indices qui drivent le marché, c'est vrai qu'il y a quelques années, voilà, les traders ne joueraient que par le DAX ou un petit peu le CAC. Maintenant, c'est terminé, on regarde d'autres indices. Le CAC 40, c'est sûr que ce sont des volumes qui sont extraordinairement faibles. On regardait des indices américains, il doit se traiter en une journée sur Apple l'équivalent d'une semaine entière sur l'indice parisien. Enfin, c'est des chiffres qui datent un peu déjà, donc ça doit être plus encore. Donc oui, les volumes sont incomparablement plus petits. Maintenant, on a quand même de gros indices en Europe. Si vous regardez le DAX, il y a quand même un volume significatif. L'Eurostoxx aussi. Ce sont ceux qu'on regarde le plus, effectivement. Et vous parliez du potentiel de hausse. Il y a une séquence qui est intéressante et qui est en train de se mettre en place, à mon sens, sur les indices, c'est que on avait ce consensus extrêmement négatif sur l'Europe en fin d'année dernière, qui s'est traduit par un rattrapage quasi mécanique et surtout un quasi cas d'école. Tout le monde et 100% des investisseurs ne joueraient plus que par les grandes caps et les grandes tech américaines et par le S&P. Et donc, ce qui est en train de se passer, à mon avis, c'est justement une rotation de ce côté-là. Et on assiste, si on regarde le graphique du S&P en mensuel, à un manque de momentum, à peine 5% de hausse depuis le début de l'année et encore, alors qu'on est plutôt 10 ou 12% sur les indices comme le CAC 40 ou le DAX. Et puis, on a d'autres indices européens qui se comportent très bien, de plus de 12% de hausse pour le MIB italien, l'IBEX aussi. Donc, on a des indices européens qui se comportent effectivement mieux. Il y a un mouvement de retournement, de rotation sectorielle qui se met en place, et je pense qu'on est entré sur les indices américains dans une phase de distribution. Ça signifie que les grosses mains du marché, qui sont les quelques gros acteurs qui font 80% du volume, sont en train d'alléger des positions sur les grosses tech américaines, et on peut le voir sur des valeurs la plus représentative, la plus emblématique de toutes, c'est Nvidia. Si vous pouvez avoir le graphique d'Nvidia que je vous ai envoyé. Justement, on va regarder justement les graphiques que vous nous avez amenés. On vient de voir le S&P, donc c'est assez éloquent. On va se regarder maintenant Nvidia, donc qui fait partie des Magnificent Seven, bien évidemment, avec une capitalisation record et qui va publier la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut dire après ce trou d'air qui a été effacé assez rapidement du 20 janvier quand il y a eu la publication du trublion chinois DeepSeek? Bien déjà, on peut dire qu'il y a plus de momentum sur Nvidia depuis le mois de juin dernier, au moment de l'échéance des marchés dérivés. Justement, là, l'étude du comportement était vraiment aussi un cas d'école. Il y avait 80% d'acheteurs quand on regardait les options. Il n'y avait que des options d'achat. Donc, il n'y avait plus un acheteur possible. Il n'y avait pas un vendeur sur Nvidia. Et donc, cette situation, elle est depuis le mois de juin en train de commencer à se purger. Et ce qu'on peut regarder sur le graphique juin, c'est qu'on a eu un trou d'air, effectivement, au moment de l'annonce de DeepSeek, cette bougie de baisse, et on est descendu tester le support à 113,10. Et regardez le volume au moment du mouvement de baisse, et regardez les volumes qui sont en bas de l'écran au moment du rebond. Regardez comme les volumes sont systématiquement déjà plus bas à l'origine et de plus en plus bas. Ça, c'est ce qu'on appelle en analyse graphique ou en bourse en général un rebond du chat mort. C'est-à-dire qu'on rebondit par des mains faibles. Qu'est-ce qui se passe quand les grosses mains du marché ont besoin d'alléger des positions? Elles ne vendent pas, elles n'ont pas la liquidité dans le marché pour vendre en quelques jours. Elles le font sur des mois. Et là, c'est ce qui est en train de se passer à mon sens sur Nvidia. Regardez les volumes et les bougies rouges qui traduisent des volumes dans le sens de la baisse. Bien, regardez ces bougies rouges, elles sont toujours plus lourdes que les bougies vertes. Ça signifie qu'on
qu'on est dans cette phase de distribution, que les gros acteurs du marché sont en train d'alléger des positions. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont allégé des positions, ils enlèvent la pression baissière dans les carnets et le titre peut remonter, mais remonte avec des volumes très faibles. Ces volumes faibles sont le fruit, la main de mains plus faibles justement, d'investisseurs en retard, d'investisseurs qui se disent qu'il est le temps de payer. Alors il y a aussi de la spéculation, il y a différentes choses là-dedans, mais pour moi, on est dans une séquence où on est en train d'alléger des positions sur ces valeurs-là, et ce qui explique la sous-performance aux États-Unis, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de belles histoires par ailleurs sur les indices américains, puisqu'on a des comportements assez forts, assez haussiers sur pas mal de titres encore qui sont en train de rattraper. On avait une Intel qui a bien accéléré la semaine dernière. On va faire réagir en plateau. Messieurs, c'est vrai qu'on a vu cette bougie, on le voit en tout cas sur le graphique, mais il y a des gens qui nous écoutent en radio, donc on va quand même commenter. Nvidia, est-ce que c'est pas le début de la fin? Parce qu'on sait que c'est une formidable société et que voilà, l'intelligence artificielle c'est parti pour durer, mais est-ce que c'est quand même un coup d'arrêt là, avec le chinois DeepSeek? Comment vous avez vécu, vous, la nouvelle hors marché pour vous, d'une manière un peu plus générale? Est-ce qu'on est en train justement d'avoir cette rotation entre cette magnifique et 493 valeurs du S&P qui sont un petit peu à la traîne? Jean-Luc, oui, alors je suis d'accord avec ce qu'a dit Romain sur le fait qu'il y a une redistribution. C'est la théorie que j'avais avancée déjà le mois dernier ici. Et mais en revanche, si vous voulez, il y a de quoi parfois avoir l'impression d'être encore une fois, dans une lessiveuse, parce que on part à la baisse et puis on rebondit très violemment. Ouais. Et encore, il y a quelques jours, on fait un nouveau plus haut historique sur le SP500. Il y a 3 jours, là. Il y a même avant-hier. Et puis, on ne le tient pas en clôture. Là, à l'instant T, on rebaisse. On est à 6090 sur le futur, on rebaisse. Bon. En effet, il y a des signaux de warning comme ça. Des signaux faibles pour l'instant, ouais, ce ne sont pas des forts signaux. Les niveaux pour vraiment déclencher des alertes, il faut au moins casser des niveaux comme 5840, vous voyez, des choses comme ça. Un marché qui, après, surtout un parcours comme ça, bon. Parce qu'il faut dire, attendez, excusez-moi, juste on précise, mais les gens le savent, quand on est sur des ATH, des all-time all, c'est-à-dire qu'on a tout le monde est gagnant, c'est-à-dire que même ceux qui sont rentrés les derniers, vu que c'est le record historique, ils ont gagné un petit peu. Ouais, donc ça provoque aussi une certaine euphorie. Condition de ne pas se tromper de valeur, parce que celui qui a acheté, c'est tellement incroyable. Allez, Palantir, par exemple, ok, elle a monté, et puis tout d'un coup, elle s'est pris moins 10, quoi. Ouais. Donc celui qui l'a acheté tout en haut, pour l'instant, il fait quand même la tête. Et le problème, c'est que comme les gens achètent avec des effets de levier bien souvent... Et une concentration avec la gestion passive également, on nous en parle ça. C'est-à-dire que les ETF... Que tout le monde privilégie, en tout cas beaucoup, et des institutionnels et des particuliers, concentrent aussi ces actifs. Ça veut dire que peut-être, à l'inverse, si on a un mouvement de repli, ça peut aller très vite à la baisse, Philippe Deschâdes. Alors, ce phénomène de concentration, je sais, il est quelque part encouragé, par exemple par BlackRock, qui crée un ETF 20. Les 20 premières capitalisations du S&P 500. Donc ça veut dire qu'il y a une 19e qui des fois descend, il y a une ex-21e qui monte, mais grosso modo, pour le top 10, mais on va aller de plus en plus sur celle-là. Il y a plus forte raison quand les gens vont se dire, de toute façon, les 20, elles font 85-90% de la hausse du S&P, et les 480 qui restent, c'est 5-6%. Je vais sur les 20 et je ne vais plus bouger de ça, puisque la performance se fait là, et la liquidité est là. Rappelez-vous de ce qui s'est dit après l'élection de Trump, au matin du 7 novembre. Bon, là, ça a été l'année des 7 fantastiques. Bon, avec Trump, là, ce coup-ci, c'est... le patriotisme, on rapatrie la production aux États-Unis. Ça va être l'année dorée des small caps, après les 30 et quelques pourcents des big caps. Qu'est-ce qui se passe depuis le 1er janvier? Le Russell 2000 fait 1,3%, c'était hier soir, et on a le DAX qui fait 13, et on a le S&P qui fait 4. Il n'y a absolument pas de... Oui, il n'y a pas d'entraînement pour l'instant. Il n'y a pas cette rotation sectorielle. Pourtant, on a tous les arguments psychologiques et même politiques pour dire il faut quand même acheter du sous-traitant aéronautique, du sous-traitant de la défense et du sous-traitant automobile aux États-Unis. Mais il n'y a rien à faire, parce qu'il y a aussi une autre logique, c'est que quand on est un mastodonte de la gestion, et qu'on a des flux de plusieurs centaines de millions, voire des milliards par mois, des small caps, il est facile d'en acheter, mais il est quasiment impossible d'en sortir si jamais les choses tournent mal. Ah oui. Donc on va rester sur des boîtes qu'on dit, on rentre dans la salle de bal,
Mais on va choisir la salle de bal où les portes de sortie sont les plus larges, hein, des fois que l'orchestre arrête de jouer et qu'on comprenne que la soirée est terminée. Et c'est cette logique-là aussi. D'accord. Oui, et puis il y a un effet aussi sur des fonds, une taille de fond, on peut pas avoir des... Voilà, sinon Bien sûr. Une seule ligne ferait peut-être toute la cote ou tout le volume de la société. Depuis le début de l'année, sur les ETF, les flux entrants sont extrêmement importants. Oui. C'est On est par sur des semaine entre 20, 30, 40 milliards. La semaine dernière, c'était le niveau le plus faible depuis très longtemps. C'est 7 milliards, un truc comme ça à peu près. Hein. Mais encore une fois, quasiment que des large caps, que des grosses valeurs, des big valeurs. Quoi. Voilà. Et les autres, il n'y a pas grand-chose qui se traite. Ce qui a pu aussi expliquer la hausse en Europe, ça je voudrais quand même en parler 2 secondes, il y a 2 choses que je voudrais dire, c'est le secteur bancaire qui a beaucoup progressé. Ça a entraîné, cette surperformance a entraîné une vraie forte hausse de l'indice CAC avec la Société Générale qui s'est envolée, BNP, toutes les bancaires. Donc il y a eu vraiment le secteur bancaire qui a fortement dopé le moral aussi, si vous voulez. Ça a infusé un petit peu dans... Voilà, ça amène aussi des achats un peu partout. Hein. Mais ça, c'est important. Dernière chose, les objectifs 2025 des analystes, des économistes, etc., ils sont dépassés sur le marché européen. En 6 semaines. Voilà. Ils sont dépassés. Sur le marché américain, ils étaient... Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de 6200, de 250. Bon, mais on a fait 6100 et quelques. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire à partir de maintenant ? Vendre et se placer en monétaire en taux d'intérêt ? Voilà. La question doit se poser. C'était un petit peu en s'amusant ce que je disais aux gérants, on vous en voudra pas si vous fermez les portefeuilles, non, vous annoncez 12% de perf, personne ne vous en voudra, même si vous êtes resté. Et on me dit, oui, par contre, si on finit à plus 20 ou plus 25, c'est arrivé certaines années. On va regarder, tiens d'ailleurs avec Romain, le CAC 40, parce que voilà, ceux qui nous regardent, et messieurs, comme vous venez une fois par mois, on va prendre des paris pour le mois prochain. Où est-ce qu'on en est sur le CAC et qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est ce qui intéresse. Donc le CAC, on le répète, a une encablure de son record également, 150, il nous manque 100 points, c'est rien. Quand on est à le CAC 40 Global Return, il a battu son record. Hein. Il a fait 25 700. Total Return, c'est-à-dire avec les c'est le jumeau du DAX. C'est le jumeau du DAX. Il a fait 25 700 contre 25 330 le 15 mai. Vous préférez qu'on soit en Total Return comme les Allemands? Ah non. Peut-être plus si, parce que c'est le Total Return qui sert de benchmark pour les options. Hein. C'est pas le CAC, le PX1. Hein. Romain, un petit commentaire justement sur ce CAC 40, vous êtes venu avec le graphe, donc on le voit, hein, pour l'instant c'est des bougies vertes qui s'alignent semaine après semaine. Pour autant, d'après ce qu'on vient de dire, est-ce que ça va continuer ou est-ce que, comme certains gérants qui nous l'ont dit toute cette semaine sur le plateau, on commence à sécuriser certains bénéfices ? Tant que le discours est de commencer à sécuriser, c'est plutôt bon signe pour poursuivre à la hausse. Reste que vous l'avez à l'écran, effectivement, 8254 est un plafond de verre. On avait buté dessus 3 mois d'affilée avant de baisser assez nettement dans le courant de l'été. On arrive à ce niveau-là, après un mouvement haussier qui a été plutôt étayé, plutôt soutenu. Donc on pourrait poursuivre un petit peu. Reste qu'il va falloir trouver des valeurs pour alimenter ce mouvement-là. Et on voit que dans le luxe, il y a maintenant du discernement. On ne paye plus tout le secteur du luxe qui représente 30% de l'indice CAC 40 d'un coup. On a des valeurs préférées. Or, on voit que L'Oréal et LVMH ont du mal dans le mouvement récent, alors que Hermès se porte bien. En revanche, on a des titres en retard comme Kering qui reprennent un peu du poil de la bête. Donc, je pense qu'il faut plus s'attendre à du stock picking et aller regarder individuellement les titres et qu'on peut poursuivre à la hausse. Et si on arrive à déborder 8254 points, eh bien, les cibles suivantes, c'est 8556. Pourquoi pas les 9000 points, 9038 points. C'est le range suivant. Hein. On était dans un trading range, dans une zone de congestion latérale 7480, 8254. L'enjeu, ça va être de voir si on peut poursuivre. À court terme, ça me paraît difficile. On n'a pas énormément de drivers. On a passé la saison des publications. On a moins d'éléments qui vont nous permettre de poursuivre à la hausse. Et puis, on a bien rattrapé sur les secteurs et les valeurs en retard. Jean-Louis disait le secteur bancaire. On l'avait indiqué le mois dernier. Notre valeur préférée, c'était effectivement parmi les bancaires la Société Générale. Ça s'est très bien passé
passer. Mais je crois que les opérateurs sont un peu en train de regarder ailleurs, et je pense qu'on est dans une phase de marché qui est une des dernières phases d'un mouvement de hausse globale, dans lequel on commence à se réintéresser aux valeurs en retard et aux grosses capitalisations en retard, mais aussi aux petites et moyennes capitalisations. Et de ce côté-là, on en avait cité quelques-unes qui se comportent plutôt bien depuis quelques temps, et donc c'est peut-être pour ça qu'il y aura moins d'intérêt du côté des indices, mais on a des valeurs qui ont des parcours intéressants, comme Adyen, comme Vicat, qui se comportent extrêmement bien, OP Mobility ou Manitou récemment, qui repayent pas mal. Et puis, on a aussi des mouvements d'intérêt autour de valeurs comme Alten, Mersenne qui est peut-être en train de se reprendre, il y a Voltalia aussi qui repaye un petit peu, donc il y a pas mal d'éléments, et puis il y a l'OPA sur Target annoncé hier soir. Donc sur les small et mid caps, il se passe pas mal de choses, et peut-être que les opérateurs vont se détourner un petit peu des grosses capitalisations. Et pour conclure, je dirais que c'est en général ce mouvement de regain d'intérêt pour les petite et moyenne capitalisation qui est souvent le dernier mouvement d'une séquence haussière. Or, comme aux États-Unis, c'est en train de patiner, on a encore peut-être quelques semaines, quelques mois d'intérêt et de hausse. Je serais un petit peu prudent à partir de l'été, mais juillet me semble opportun pour être beaucoup plus prudent et être en cash pour l'instant. Bien, tant que la musique joue, on continue à danser. Voilà, objectif 9000 points, pourquoi pas. Ouais, ce qui peut tenir aussi un peu peut-être les marchés ou empêcher certains de vendre, c'est qu'on va bientôt rentrer dans la période de dividendes. Avril, mai, juin, c'est là où sont distribués en France, par les sociétés françaises, le maximum de dividendes. Ça peut être aussi un genre de parachute, bien évidemment. Façon de rester. Ouais, on aura le temps d'en reparler, mais Sell in May and go away, souvent ça se vérifie, aussi un petit retrait. Philippe Béchette, qu'est-ce qu'on fait justement pour ceux qui sont investis? Qu'est-ce qu'on recommande dans la bourse au quotidien? Est-ce qu'il y a un secteur ou des valeurs qui vous paraissent dignes d'intérêt? Moi, depuis un an, je suis vraiment sur l'or et l'argent métal. Oui. Bon, ça bat le S&P, l'air de rien. C'est pas un mauvais choix. Il y a peut-être moins de discours à tenir que sur Palantir ou sur Nvidia, mais n'empêche que ça veut dire quelque chose. Quelles sont les raisons de cet envol de l'or comme ça, qui, on a l'impression, est la valeur refuge par excellence? Probablement la crainte d'une résurgence de l'inflation, et qui s'explique certainement. Bon, d'abord parce que Trump, c'est des tarifs douaniers, c'est un commerce mondial moins coopératif. Donc ça ne fait évidemment pas les affaires des producteurs et du client final. Ce que j'observe surtout, c'est que, en fait, il n'y a rien qui va depuis un an. Les taux montent, l'or monte. Les actions montent, les taux montent. Les taux montent, on a le pétrole qui baisse. Enfin, ça ne va pas. Enfin, c'est quand le pétrole monte qu'on se dit il risque d'avoir de l'inflation, et là les taux montent. Mais non, là les taux montent et le logiciel est un peu déréglé. C'est complètement déréglé. Donc, si vous avez de l'or qui monte malgré tout, c'est que véritablement il y a une vraie raison fondamentale. L'or, c'est ce qu'on achète généralement quand les marchés commencent à se retourner, il y a les à banques plonger. centrales surtout qui achètent beaucoup d'or. Les BRICS. Donc il y a la dédollarisation. Oui. Moi, je le mets en 1. 2, il y a la crainte de l'inflation, d'un second tour d'inflation, comme un petit peu l'épisode 75-81. Bon, voilà, on a eu un épisode 2020, peut-être, pourquoi pas, un épisode 2020-2026. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que la hausse des valeurs bancaires... alors, il y a deux raisons qui ont été forcément commentées. De la concentration, on l'a vu en Italie. Il y a des aspects spéculatifs, concentration du secteur. Ouais, très bien. On a peut-être un effet, oui, c'était en retard et ça se paye pas cher les cash flows, soit. Mais il y a surtout la raison dont on ne parle pas beaucoup, c'est que ce qui fait souvent monter les banques, c'est qu'on se dit leurs marges vont augmenter ou ne pas baisser. Oui. Et pourquoi ne baisseraient-elles pas? Ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas les baisses de taux qu'on attendait. Parce que si les taux baissent, les marges des banques vont souffrir. C'est vrai. Or là, avec des taux hauts, c'est vrai qu'elles reconstituent leur... Absolument. Et le problème, c'est que des taux assez élevés, ça veut dire que l'immobilier ne redémarre pas, ça veut dire que des entreprises qui sont
des fois un petit peu en difficulté, ont peut-être plus de mal, plus de frais pour se refinancer. La hausse des banques va peut-être aussi dans le sens de se dire les banques centrales sont certainement peut-être plus vigilantes qu'on ne l'imagine sur l'inflation. Et quant au message de l'or, lui, c'est de la géopolitique, c'est des craintes que Trump ne crée une situation où les conflits apparaissent à droite à gauche. Si Trump veut mettre la main sur Gaza, à ce moment-là, pourquoi la Chine ne remettrait pas la main sur Taïwan? Et je peux multiplier les exemples. Bien sûr. L'or a une encablure des 3000 $ l'once. On était à 2980 pratiquement. Romain Dobry, je crois que vous avez là aussi observé le graphique. Quelles sont les prochaines cibles techniques? Alors, pour l'or, on vient d'en atteindre une, et le potentiel, c'est aux alentours des 3150 points pour les cibles suivantes. Ça reste aussi, en effet, et ça fait partie des arbitrages intéressants dans ce marché, mais effectivement, et on en parle régulièrement avec Philippe aussi, l'argent a déclenché un potentiel aussi important. Vous avez probablement la possibilité de voir le graphique que je vous ai envoyé sur le sujet. L'argent, en fait, a récemment, malgré un rebond puissant de ces derniers mois, a juste récemment réactivé une dynamique haussière de long terme. L'argent qui cote environ 32 $ l'once, 32,5, a encore un potentiel d'appréciation après une large figure de retournement haussière pour aller chercher une cible idéale qui se situe aux alentours de 46. Il faut comprendre que l'argent est un actif refuge d'une part, mais c'est aussi un actif utilisé dans l'industrie, notamment dans le photovoltaïque pour ses propriétés qui sont particulièrement intéressantes et quasi irremplaçables. Ça fait partie des métaux les plus conducteurs. Donc c'est non seulement un actif qui est utilisé en bijouterie, qui est utilisé dans l'industrie et qui aussi offre ce caractère d'actif refuge. Et puis il y a un autre élément, et vous l'avez peut-être sous les yeux aussi, je vous avais envoyé un graphique peut-être comparé de l'or et de l'argent. Il est intéressant de constater que l'or et l'argent sont très corrélés. L'argent est souvent en retard. Or, comme vous l'avez constaté et comme vous l'avez rappelé à l'instant, l'or a accéléré assez nettement, mais pas l'argent. Donc, le potentiel de rattrapage pour l'argent à court terme est assez important à mon sens, et ça fait partie des arbitrages dans ce marché dans lequel on manque un peu de visibilité ou de soutien sur certains indices. Eh bien, ça peut être un arbitrage qui est très intéressant en effet pour aller chercher ces extensions. 46 sur l'argent, c'est peut-être pas pour demain, c'est un objectif de 40%, mais dans les mois qui viennent, pourquoi pas. J'ai une petite précision. Actuellement, il existe 388 contrats d'argent papier pour une once disponible. Imaginez que seulement 0,5% de ceux qui ont des contrats qui sont acheteurs d'options ou de contrats convertibles demandent l'exercice et demandent à se faire livrer de l'argent. Imaginez 388 contrats par once, c'est un truc, mais c'est complètement... Donc il vaut mieux avoir, ça plaide pour le physique, il vaut mieux avoir les lingots il risque d'y avoir un moment, un vrai corner, c'est ça qui nous pend au nez. Et là, quand on voit que l'argent a plafonné 1, 2, 3, 4 fois sous les 32, qu'à chaque fois il se repaye moins 4, moins 5, ça veut dire que vous avez des banquiers qui sortent, qui creusent des tranchées, qui mettent des barbelés pour empêcher que l'argent avance au-delà des 33. Parce qu'au-delà des 33, il y a un risque qu'il y ait une demande de physique et qu'elle ne puisse pas être satisfaite. Donc ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez. Jean-Louis Cussac, vous avez des lingots sous le matelas, argent ou or, ou vous préférez les actions? C'est vrai que moi, toute ma vie, je n'ai fait que des actions. Bon, comme Warren Buffett. Il y a des dossiers qui vous intéressent, on en parlait un petit peu avant. Alors, on a vu GTT, par exemple, qui flambe. Est-ce que là, il y a des dossiers qui vous intéressent, sur lesquels vous regardez vous êtes... Moi, GTT, depuis longtemps, c'est une valeur de fonds de portefeuille. Voilà, j'en avais même acheté à l'époque pour mes petits-enfants, en leur disant, vous verrez plus tard. Et non, c'est une valeur qui est fantastique, où la marge... je ne sais plus à combien elle est, mais elle est à, je ne sais plus si c'est pas 45 ou, enfin c'est énorme. Ce qu'ils font, c'est vraiment c'est le numéro 1 mondial dans le secteur, donc c'est pour le transport du gaz liquéfié, ils font les cuves de supertanker, etc. Bon, c'est une belle valeur. Bon, il y en a d'autres, bien sûr, des belles valeurs. Mais là, maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on achète? Les valeurs en retard, dites en retard, ce ne sont pas les premières de la classe. C'est évident. Non, mais après, il y a toujours un segment qui est le mal aimé, les small et mid cap. Là, tout ce qui a progressé, celles qui ont progressé fortement, c'est les Emeis, Elena Santé, Clariane. Voilà, un secteur qui avait
qui a été massacré. Mais d'ailleurs, ça n'est pas encore relevé. Depuis l'augmentation de capital qui a sauvé un peu le groupe, etc., elle est encore presque à la moitié, Orpea. Donc c'est un secteur qui a bien boosté. Bon, mais est-ce que là, on peut dire que la visibilité est excellente? C'est pas évident, etc. Bon, moi, ce que je pense, c'est que là, on peut avoir, en tant qu'acteur du marché, moi, je regarde pas où est-ce que ça peut aller. Je cherche le moment où le marché va me dire, tire-toi, allège ou vends. Après, non, mais c'est quand même un changement de conception entre vraiment des marchés extrêmement tirés, déprimés. Souvenez-vous, on était quand même très très négatif sur ce marché français, européen, il n'y a que quelques semaines. Là, on a l'impression qu'on a depuis un mois chaussé les lunettes roses pour plein de raisons. Oui. Et que là, on a fait ce qu'on n'a pas consommé, entre guillemets, toute la hausse. C'est la question qu'on se pose. Là, par exemple, on parlait des bancaires. Il y a une pression des banquiers centraux pour alléger, modifier la réglementation bancaire européenne pour déréguler quelque part, comme ils le font aux États-Unis, comme ils l'ont fait, et pour être évidemment compétitifs. C'est ça aussi qui a dopé. Alors, si jamais ça aboutit à quelque chose de positif pour le secteur bancaire, celui-ci peut encore progresser. Bien sûr qu'il y a plein de possibilités, mais on peut aussi se demander à quelle sauce on va être mangé en Europe avec le conflit donc Russie-Ukraine, sur qui ils vont s'entendre. En tout cas, certainement sur l'Ukraine et l'Europe. Et je ne sais pas les conséquences qu'il y aura, mais en tout cas, il y a une incertitude extraordinaire sur ce sujet qui mériterait qu'on fasse quand même très attention à la suite des événements. Moi, si vous voulez, pour résumer ma pensée, c'est un retrait du marché jusqu'à 7910 ne remettrait pas en cause la tendance de fond haussière. Un retracement, en toute chose égale par ailleurs, dans une certaine normalité, c'est 3-4%. On ne peut pas crier au scandale. Donc ce sont des niveaux d'entrée en règle générale. Après, quand on ira, si on y va, il faudra voir comment on y va. Et ensuite, il faut trouver le niveau de retournement de tendance qui est un peu plus bas. Alors, en fonction de comment va se dessiner le graphique, on agira en conséquence. Mais déjà, à l'instant T, moi, ce que je dis, c'est j'allège, voire je vends pas mal, et je me poserai la question, si jamais le marché me donne l'opportunité, de racheter vers 7950, 10. D'accord. Le mot de la fin, Philippe, assez rapidement. Oui, alors, on l'a vu, on est à la merci d'un tweet de Trump, on est à la merci d'un communiqué de DeepSeek, et on est surtout à la merci du fait qu'on est rendu au 15e mois de hausse sur le S&P. En fait, il y a eu 12 mois de hausse sur 15, et sur ces 15 mois où le S&P a gagné 47%, on n'a jamais consolidé de plus de 4%. Je n'ai pas souvenir que 47% de hausse, on n'ait jamais eu de retracement de plus de 4%. Et je termine avec le DAX. Le DAX, sa plus forte hausse historique sur une période de plus de 20 mois, c'était 95%. Et mercredi, il était à 95% de hausse depuis octobre 2023. Donc on est là devant des grandeurs, des ordres de grandeur qui sont dans les extrêmes de ce que des vieux de la vieille comme nous avons pu jamais observer. Et voilà le marché qui n'en finit pas de nous étonner. Merci aux trois sorciers, les trois experts du jour. Philippe Béchat, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Jean-Luc Hussac, trader formateur chez Perceval Finance Conseil. Et par téléphone, Romain Debric, consultant pour Bourse Direct. Dans un instant, la suite. Et on continue à s'intéresser au marché français versus marché US. À tout de suite.